Alors bonjour, merci beaucoup de cette invitation et de cette opportunité de vous présenter un peu les travaux que je fais déjà depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors d'abord, peut-être pour bien comprendre le travail que j'ai entrepris il y a plusieurs années, ça serait de comprendre un peu qui je suis. Souvent, les gens me demandent « Tu dois être gynécologue, obstétricienne ?» Là, je réponds « Non, ça c'est ma sœur. » Alors, tu dois être au Canada, ce sont les infirmières qui accompagnent pendant le travail les femmes. Ils me disent, alors tu dois être infirmière? Et je dis, non, ça c'est ma mère. Alors ils me disent, mais toi, qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton profil? Alors peut-être, ce qui décrit bien ce que je suis, c'est peut-être multidisciplinaire. J'ai des formations en sciences sociales, en travail social, une spécialisation dans le laboratoire de recherche sur la douleur. Mais au départ, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est mon travail comme médiatrice familiale. C'est-à-dire que pendant une douzaine d'années, j'ai soutenu des couples dans le processus de leur divorce. Et c'est riche de cette expérience que je peux vous confirmer sans l'ombre d'un doute que la période qui entoure la naissance, c'est une période de transition dans laquelle les couples font face à un stress important. Et dans l'année qui suit la naissance d'un enfant, il y a souvent des séparations, des ruptures, des difficultés qui sont rencontrées. L'objectif de mon travail, c'est de soutenir les parents dans la période de transition, c'est-à-dire dans la préparation prénatale et au moment de l'accouchement, pour qu'après la naissance, ils aient augmenté leurs compétences pour être capables de mieux faire face à ce stress. Alors, tout à l'heure, on parlait de la thématique de la douleur. La douleur, c'est presque une conséquence du travail que j'ai fait. Mon travail, au départ, c'était de renforcer le couple, les liens entre le père et la mère. Le motif que j'ai choisi, sans le savoir, c'était vraiment la réduction de la douleur. Donc, c'est presque par hasard que je suis arrivée là-dessus. Donc, le modèle que j'ai développé il y a plus de 20 ans maintenant a été fait en collaboration avec l'Université du Québec en Abitibi, donc d'où je viens, et avec le Réseau de santé publique du Québec. Donc, il y a deux caractéristiques à ce programme. La première caractéristique, c'est que c'est une méthodologie qui réduit la douleur. Donc, quand j'ai fait mes travaux de maîtrise dans un laboratoire de douleur, avant de faire partie du laboratoire, on devait élaborer une question de recherche. Et j'étais arrivée avec un grand panneau d'1 mètre par 2 mètres avec à peu près 2000 questions de recherche potentielles. Il y avait des choses que je voulais valider ou vérifier, des hypothèses face à ce programme de préparation à la naissance. Et donc, j'avais quel est l'impact d'une préparation de ce type sur l'estime de soi du père, ou par exemple sur la relation père-enfant, ou sur la relation mère-père, sur la durée du couple. J'avais 2000 questions comme ça. Et une des questions était quel est l'impact de ce programme sur la réduction de la douleur. Et à la fin, comme il y avait un laboratoire spécialisé dans mon université sur les approches endogènes, c'est-à-dire les approches naturelles de gestion de douleur, j'ai choisi d'approfondir cette thématique. Dans le cadre de ces travaux de recherche, on s'est questionné donc pour comprendre l'impact de cette méthode-là sur la réduction de la douleur. Et les résultats qu'on a obtenus, c'est une réduction de près de 50% de douleur. Donc, comme j'ai que 10 minutes, je ne peux pas vous expliquer tout le protocole de recherche, mais dans ce protocole-là, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé deux groupes qui ont suivi des préparations. Donc, un groupe qui a suivi une préparation classique à l'accouchement et un groupe qui ont suivi mon programme de préparation à l'accouchement. Et on a obtenu donc une réduction de près de 50%. L'autre caractéristique, bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la participation du père. Alors, comment peut-on faire participer le père? Là, il y a peut-être 1% de la salle ici, ce sont des hommes. Le scoop, comme dirait mon frère, c'est les hommes, ils aiment beaucoup être dans l'action. Pas dans les paroles, mais dans l'action. Et donc, c'est à travers une méthodologie très pratique où on met le père en mouvement avec des actions concrètes, qu'on favorise sa participation pendant le travail et l'accouchement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les recherches sur la participation du père nous disent les choses suivantes. Elles nous disent que si le père participe pendant la grossesse et l'accouchement, il y a de bonnes chances qu'il va participer après la naissance. Donc, si je dis au père pendant la grossesse et l'accouchement, c'est pas de tes affaires, c'est des affaires de filles, nous on connaît ça et toi, ben, t'es juste un père. Après la naissance, il y a des bonnes chances que lui va dire, ben, c'est des affaires de filles, occupez-vous-en, vous autres les filles.
Alors, si on enseigne au père qu'il est compétent pendant la grossesse et l'accouchement, bien, il y a des bonnes chances qu'après la naissance, il va se sentir aussi compétent dans l'éducation des enfants, dans les soins des enfants. Et ce que je peux vous assurer aussi, c'est que 75 à 80% des divorces sont amorcés par les femmes. Et quand on questionne les femmes sur leurs décisions, ce qu'elles nous disent, c'est, au fond, moi, je gagne des revenus parce que je travaille, je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison, je m'occupe d'organiser l'ensemble de notre vie. À quoi sert-il? Alors, c'est vraiment la réflexion. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les études démontrent que si le père participe pendant la grossesse, il va participer après, et que s'il participe après, il est moins à risque de faire partie d'un divorce. Alors, ça, c'est le rationnel. Le modèle que j'ai développé, ça fait plusieurs années maintenant que je travaille avec la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Et prochainement, ils m'ont demandé d'écrire les lignes directrices canadiennes pour cette société sur la gestion non pharmacologique de la douleur à l'accouchement. Donc, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour soutenir les parents qui souhaitent accoucher de façon physiologique avec une gestion non pharmacologique de la douleur. Et ensuite, cette méthodologie est cohérente avec la politique de périnatalité au Québec. Alors, on est dans une situation similaire à la vôtre en ce qui concerne le soulagement de la douleur, parce qu'au Québec, comme ici, le taux de péridurale est au-dessus de 80%. Et on vit aussi les conséquences et l'impact d'un taux aussi élevé qui est toutes les conséquences qui sont démontrées dans les méta-analyses maintenant, qui sont l'augmentation de l'instrumentation, les forceps, les ventouses, l'épisiotomie et aussi une plus grande utilisation de l'ocytocine pour augmenter ou pour créer des contractions. Alors, le gouvernement québécois, face à cette réalité, s'est dit on doit absolument intervenir pour réduire le taux de péridurale parce que les complications et le taux d'intervention est trop élevé. Alors, ce modèle est un peu une réponse, disons, une piste de réponse à cette situation. Alors, ça ici, c'est le poster scientifique sur la méthode que je ne vous expliquerai pas. Il y a un autre protocole de recherche. Alors, ça, c'est un autre protocole de recherche qui est en cours maintenant au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Alors, mon programme est enseigné là-bas par une infirmière depuis l'an 2000, donc plus de 10 ans. Et ils sont en train de faire une étude rétrospective pour mesurer l'impact de cette méthode-là sur les interventions médicales. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté 150 sujets, donc 150 femmes qui ont accouché dans les 10 dernières années et qui ont suivi mon programme à l'hôpital et qui ont accouché à l'hôpital de l'Université de Montréal. Ils les ont appariés avec des sujets qui ont un profil similaire et ils vont mesurer, la première variable qui sera mesurée, c'est l'impact sur la péridurale, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus ou moins ou égal d'épidurale entre le groupe Bonaparte et le groupe contrôle? Et deuxièmement, la durée, est-ce que les péridurales, elles sont données elles ont une même durée ou elles sont données plus tard dans un groupe ou dans l'autre. Et elles vont aussi mesurer d'autres variables comme les forceps, les ventouses, les césariennes, l'Apgar et d'autres variables. Les résultats, peut-être que je reviendrai un jour pour vous communiquer ces résultats qu'on ne connaît pas. Alors, rapidement, je vous montre un peu qu'est-ce que c'est ce programme. Donc, il n'y a pas de... Je dirais que je n'ai pas inventé les mécanismes, je n'ai pas inventé non plus les techniques qui sont enseignées. Ce sont des notions qui sont connues. Ce que j'ai fait surtout, c'est de mettre ces connaissances ensemble pour les rendre de façon didactique, c'est-à-dire une façon communicable et un enseignement facile à faire pour les parents. Donc, il y a 3 variables qu'on va travailler dans la préparation aux parents. On va travailler sur la préparation du corps, on va travailler sur l'apprentissage de l'accouchement, donc la compréhension de l'accouchement, et sur la gestion de la douleur. Donc, dans la préparation du corps, un peu ce que vous faites, il y a beaucoup de disciplines qui s'occupent de ça. On travaille sur des positions qui vont servir à renforcer et assouplir le corps. On va travailler aussi sur des types de massages qui peuvent soulager pendant la grossesse. Au niveau de la compréhension de l'accouchement physiologique, on va enseigner aux parents la physiologie de l'accouchement, c'est-à-dire pas tout ce qui peut mal aller, mais surtout, en général, comment ça se passe, parce que
on comprend que la préparation mentale qu'on va avoir pour l'accouchement va influer sur notre réaction à la douleur. Donc, si j'ai l'impression qu'accoucher, ça va durer 2 heures et qu'en réalité, ça en dure 20, bien, je vais trouver ça très difficile. Si ma compréhension, c'est un événement intense et que c'est la route que je dois faire, bien, je vais avoir un apprentissage psychologique qui va être plus réel, adapté à la situation. Alors, la particularité du programme que j'ai créé, c'est que j'ai vraiment basé la réduction de la douleur sur la neurophysiologie de la douleur et sur 3 mécanismes endogènes qui ont été développés par des chercheurs, dont un chercheur français. Les 3 mécanismes, je vous les montre rapidement, sont le contrôle de la pensée, la théorie du portillon et le contrôle inhibiteur diffus nociceptif. Donc, le premier mécanisme, le contrôle de la pensée. Un peu comme mes collègues disaient tout à l'heure, ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre esprit, dans notre expérience va influer sur notre perception de la douleur. Les images que je vais avoir à l'esprit, les expériences que j'ai vécues, le conditionnement que j'ai reçu comme enfant, toutes ces choses vont influer sur ma perception de la douleur. Et donc, dans ce modèle, ce qu'on explique dans le contrôle de la pensée, c'est vraiment d'arriver à utiliser tous les mécanismes qui vont dévier l'attention. Donc, quand on enseigne aux patientes à respirer, en fait, on pourrait leur enseigner respirer avec la narine gauche, la droite, les deux en même temps, 3 petits coups, 5 secondes. Tout ça fonctionne, surtout parce qu'on dévie l'attention. Donc, la femme, plutôt que de dire « ça fait mal ici, ça fait mal là, ça va là, ça fait mal », elle porte l'attention sur la respiration, j'expire, je laisse aller, j'ai confiance, et puis l'attention est déviée. Quand on fait de l'auto-hypnose, l'hypnose, la sophrologie, tout ce qui est le conditionnement de la pensée, la visualisation, la relaxation, ça, c'est le contrôle de la pensée. C'est un item qui est fondamental, qui ne s'apprend pas en 15 minutes, qui ne s'apprend pas au moment de l'accouchement. Alors, moi, je me rappelle déjà d'avoir dit à des gens, « mais détends-toi ». Puis là, elle me dit, « bien, je suis détendue ». Mais tu la regardes, puis tu te dis, « bon, si ça, c'est la version détendue, je me demande ce que la version tendue a l'air. » Alors, on n'a pas toujours une bonne compréhension de comment on est et apprendre à se détendre ou à se contrôler dans une situation où la douleur est très élevée, c'est presque impossible. D'où l'importance d'une préparation préalable, qu'elle se fasse par la sophro, l'auto-hypnose, par le yoga, la méditation. Donc, toutes les approches qui visent à contrôler la pensée, elles sont utiles dans ce contexte-là. Donc, le deuxième mécanisme, et c'est ce mécanisme qu'on enseigne aux pères. Alors, la théorie du portillon, voici comment elle fonctionne. Donc, la théorie du portillon, ce que c'est un massage léger sur la zone douloureuse et nous, on l'enseigne entre les contractions. Donc, on pourrait le faire à tout moment. Si on regarde cette animation-là, donc l'animation du portillon, vous voyez les petites bulles rouges, ça, ce sont les fibres, c'est ce qui nous c'est l'image des fibres douloureuses. Quand je flatte, je caresse la zone douloureuse, c'est-à-dire la zone qui me fait mal, j'active des fibres, qui ici sont signifiées par les bulles bleues, qui vont suivre en parallèle les fibres de douleur. Et ces fibres-là vont se rencontrer au niveau de la moelle. Et dans la moelle, il y a un interneurone inhibiteur, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de petite porte qui se ferme dans la moelle et qui va envoyer un message dilué au cerveau, qui est un message beaucoup moins fort. Et comment on fait ça? Bien, tout le monde, on active ce mécanisme-là. Vous l'activez, vous le faites avec vos enfants, avec vous-même. Si vous vous cognez, vous vous faites mal à la main, qu'est-ce que vous faites? Vous flattez, vous soufflez. Alors, vous êtes en train de stimuler des fibres non douloureuses, c'est-à-dire les fibres qui sont responsables des messages légers. Et ces messages-là vont suivre le même parcours que les messages douloureux. Et c'est dans la moelle que la petite porte va se fermer et qui va faire en sorte que le message qui sera perçu au cerveau va être un message dilué. Donc, la théorie du portillon, ça a été développé par un chercheur anglais, le Dr. Wall, en 1965, et le Dr. Melzack, un chercheur canadien de l'Université McGill. Et donc, ensemble, ils ont clarifié ce mécanisme qu'on connaissait. On connaissait la technique sans connaître le mécanisme en réalité. Alors, le dernier mécanisme que je veux vous présenter, le contrôle inhibiteur diffus nociceptif, a été développé par un chercheur français, le Dr. Lebar. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut créer une seconde douleur
pendant que la personne vit une douleur. Et cette deuxième douleur, on peut la créer n'importe où sur le corps. Et cette deuxième douleur-là va relâcher des endorphines. Donc ici, on a un exemple de quelqu'un qui a une première douleur. On lui crée une seconde douleur. Cette seconde douleur, ce qu'elle va faire, c'est que le cerveau a besoin de bien s'attarder à la deuxième douleur qu'il ne connaît pas, va envoyer une morphine endogène donc partout dans le corps, et ça va faire en sorte que la première douleur va être perçue comme beaucoup moins importante. On va stimuler différentes zones du corps, donc j'ai choisi des points d'acupuncture que le père va stimuler en modèle de digitopression. Alors, la parole est dans la salle maintenant. Alors oui, toujours des étudiants en fait de Lille. Alors il y a deux questions. La première, donc, c'est est-il possible de retrouver sur Internet la méthode Bonaparte? Le site Internet, oui, il est en ligne, bonapace.com. Et puis là-dessus, il y a aussi toutes les informations pour la formation et puis qui offre la formation dans quel pays. D'accord. Et il y a aussi du matériel didactique là, qui est disponible sur le site, le livre, CD-ROM et d'autres matériels. Des deuxièmes douleurs à faire dans la méthode Bonaparte. Oui, la deuxième douleur de la méthode Bonaparte. Alors, la deuxième douleur, ce qui est au niveau neurophysiologique, elle peut être située n'importe où sur le corps. Ce que les recherches démontrent, c'est que plus la surface stimulée va être grande, meilleur est l'effet. Et donc, si on fait de la digitopression, on peut utiliser un doigt, on peut créer une pression douloureuse n'importe où sur le corps qui n'est pas forcément de la même intensité que la première douleur. Donc, un exemple, en acupuncture, il y a un point dans la main qui s'appelle le gros intestin 4 qui peut être hyper stimulé pendant la contraction. Et le même point, vous pouvez le faire si vous avez une migraine, vous allez chez le dentiste et vous avez un plombage, vous créez la deuxième douleur, même chose pendant une session d'épilation. Donc, en créant la deuxième douleur, vous relâchez des endorphines qui vont réduire la première. Très bien. Bah, écoutez, merci à vous tous.